Au fond de l'océan Atlantique reposent les restes de plus de 400 sous-marins allemands. À l'intérieur de chacun d'eux, les squelettes d'hommes qui ne revirent jamais la lumière du jour. Ils ne sont pas morts lors d'une bataille rangée ni sous les feux d'un canon ennemi. Ils sont morts écrasés par la pression de l'eau, dans l'obscurité totale, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, sans possibilité d'échapper. La guerre sous-marine de la Seconde Guerre mondiale fut la forme de combat la plus brutale, la plus silencieuse et la plus décisive du conflit. Tandis que les armées se livraient bataille dans les déserts d'Afrique et les steppes de Russie, sous les océans, une autre guerre faisait rage, invisible au monde, qui allait presque déterminer l'issue de tout le reste. Les sous-marins n'étaient pas de simples armes. Ce étaient des machines conçues pour opérer dans l'environnement le plus hostile de la planète, manœuvrées par des hommes qui savaient que si quelque chose tournait mal à 200 mètres de profondeur, aucun secours n'était possible. Et pourtant, ils ont patrouillé l'Atlantique, le Pacifique et la Méditerranée pendant 6 ans, coulant des flottes entières, coupant des lignes d'approvisionnement et changeant le cours de bataille, décidés à des milliers de kilomètres de là. Certains de ces sous-marins ont coulé des dizaines de navires. D'autres n'en ont coulé qu'un seul, mais au moment exact et à l'endroit exact où ce naufrage a modifié l'équilibre des forces d'un théâtre d'opérations entier. D'autres n'ont jamais tiré de torpilles en combat, mais leur seule existence a redéfini ce qu'un sous-marin pouvait être. Voici les 10 sous-marins les plus létaux de la Seconde Guerre mondiale. 10 HMS Upholder, Royal Navy, théâtre méditerranéen. En juin 1940, lorsque l'Italie entra en guerre aux côtés de l'Allemagne, la Méditerranée cessa d'être une mer contrôlée par la Royal Navy et devint un théâtre de combat disputé à toutes ses extrémités. La survie des forces britanniques en Égypte et la possibilité d'une offensive contre l'Afrique du Nord dépendaient d'une unique artère logistique, la route maritime entre Gibraltar, Malte et Alexandrie. Pour l'Africa Corps de Rommel, l'approvisionnement suivait la direction inverse, depuis les ports du sud de l'Italie vers Tripoli et Benghazi. Celui qui interromprait cette route déciderait du sort de l'Afrique du Nord. La Royal Navy déploya ses flottilles de sous-marins de classe U à Malte, île que les Allemands eux-mêmes considéraient comme le porte-avions insubmersible qu'ils ne parvinrent jamais à neutraliser totalement. Depuis ce point, les sous-marins pouvaient atteindre en quelques heures n'importe quelle route de convoi entre l'Italie et la Libye. La classe U était petite, maniable et parfaitement adaptée aux eaux peu profondes de la Méditerranée centrale. La classe U fut conçue à la fin des années 30 par Vickers Armstrongs comme un sous-marin côtier de seconde ligne, initialement destiné à l'entraînement des équipages et à la défense des côtes. L'évolution de la guerre transforma progressivement ce rôle. Ce qui était un sous-marin d'instruction devint l'arme la plus active en Méditerranée. Avec un déplacement de 540 tonnes en surface et de 740 tonnes en plongée, les sous-marins de classe U mesuraient 58 mètres de long. Leur armement principal consistait en 4 tubes lance-torpilles à l'avant avec 8 torpilles de réserve, complétées par un canon de pont de 76 mm. La vitesse était de 11,75 nœuds en surface et de 9 nœuds en plongée. Leur autonomie, de 3800 milles nautiques à 10 nœuds, était suffisante pour opérer depuis Malte vers l'Adriatique et le golfe de Syrte. La coque résistante permettait des plongées jusqu'à 61 mètres, ce qui était limité pour un théâtre où les eaux chaudes créaient des gradients de température qui perturbaient le sonar ennemi et où la profondeur disponible était souvent inférieure à 100 mètres. Le HMS Upholder fut construit dans les chantiers navals Vickers de Barrow-in-Furness en 1939 et lancé le 8 juillet 1940. Il entra en service actif en octobre de la même année, affecté à la 3e flottille de sous-marins à Gibraltar, puis transféré peu après à la 10e flottille à Malte, où il resterait jusqu'à sa perte. Le lieutenant-commandant Malcolm David Wanklyn prit le commandement de l'Upholder en août 1940 et le conserva jusqu'à la fin. Wanklyn, âgé de 29 ans lorsqu'il prit le commandement, avait la réputation d'un sang-froid exceptionnel sous pression et d'une précision dans le calcul des solutions de tir que ses supérieurs eux-mêmes qualifiaient d'inhabituelles. Lors de sa première patrouille active, il n'obtint aucun succès et la 10e flottille envisagea brièvement son remplacement. On lui donna une chance supplémentaire. Le 24 mai 1941, l'Upholder détecta un convoi italien transportant des troupes vers la Libye.
Wang Klin identifia le Comte Rosso, un paquebot de 17 879 tonnes converti en transport de 2700 soldats, escortés par 4 destroyers. Au lieu d'attaquer dans des conditions moins risquées, Wang Klin choisit une position de tir qui maximisait la probabilité de toucher la cible, mais exposait Leupoldeur à la réaction immédiate de l'escorte. 2 torpilles frappèrent le Comte Rosso, qui coula en 9 minutes. Les destroyers contre-attaquèrent pendant des heures avec des charges de profondeur. Leupoldeur survécut. Pour cette action, menée sous le feu de l'escorte et avec un résultat décisif, Wang Klin reçut la Croix de Victoria. Au cours de 24 patrouilles en 16 mois, Leupoldeur coula le paquebot Neptunia de 19 475 tonnes, l'Oceania de 19 507 tonnes, les destroyers italiens Libeccio et Dalmolin, les sous-marins italiens Amiraglio Saint-Bon et Tricheco, ainsi que de nombreux cargos et transports de moindre tonnage. Le tonnage total confirmé avoisinait les 119 000 tonnes brutes. En termes proportionnels, le rendement de Leupoldeur par jour de patrouille dépassait celui de tout autre sous-marin allié dans n'importe quel théâtre d'opération. Le 14 avril 1942, lors de sa 24e patrouille, Leupoldeur ne revint pas à Malte. La cause la plus probable fut une torpille lancée par le chasseur de sous-marins italien Pegaso au nord-est de Tripoli. Wang Klin et ses 32 officiers et membres d'équipage périrent. La Royal Navy mit plus de 4 décennies à confirmer officiellement les circonstances du naufrage. Leupoldeur fut le sous-marin allié le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. 9. USS Wahoo, SS-238, US Navy, théâtre du Pacifique. En décembre 1941, les sous-marins américains dans le Pacifique faisaient face à une situation paradoxale. Ils étaient techniquement bien équipés, disposaient de bases à Pearl Harbor et à Manille, et avaient devant eux le trafic marchand japonais pratiquement sans escorte, mais produisaient des résultats minimes. La cause principale était une combinaison d'une doctrine excessivement conservatrice qui prescrivait l'attaque en plongée et l'évasion immédiate, et de torpilles défectueuses. Les commandants qui suivaient le manuel attaquaient, manquèrent leur cible et revenaient avec des rapports indiquant que les torpilles n'avaient pas explosé. Ceux qui tentaient d'être plus agressifs étaient freinés par des supérieurs qui interprétaient la prudence comme une vertu. L'USS Wahoo, initialement affecté à Pearl Harbor puis à Brisbane, en Australie, reçut son commandant définitif en décembre 1942. Dudley Walker Morton, surnommé Mush, était tout ce que la doctrine sous-marine conservatrice de l'US Navy n'était pas, impulsif, agressif, convaincu que le sous-marin devait attaquer en surface lorsque les circonstances le permettaient et que l'ennemi, et non le risque personnel, devait être l'obsession du commandant. L'USS Wahoo appartenait à la classe Gato, le premier modèle de sous-marin océanique de l'US Navy à atteindre une production de masse pendant la guerre. Avec un déplacement de 1525 tonnes en surface et de 2424 tonnes en plongée, le Gato mesurait 95 mètres de long. Le système de propulsion combinait 4 moteurs diesel Fairbanks-Morse de 1535 chevaux chacun pour la navigation en surface et 4 moteurs électriques Elliott pour la propulsion en plongée, atteignant 20 nœuds en surface et 8,75 en plongée. L'armement se composait de 10 tubes lance-torpilles, 6 à l'avant et 4 à l'arrière, avec 24 torpilles Mk-14. L'armement était complété par un canon de pont de 76 mm et 2 mitrailleuses de 12,7 mm. L'autonomie était de 11 000 milles nautiques à 10 nœuds, suffisante pour des patrouilles de 60 à 75 jours depuis Pearl Harbor jusqu'aux eaux du Japon et retour. L'équipage standard était de 60 à 80 hommes. L'USS Wahoo fut construit au chantier naval Mare Island Naval Shipyard en Californie avec la pose de la quille le 28 juin 1941 et le lancement le 14 février 1942. Il entra en service le 15 mai 1942, moins d'un an après le début de sa construction, reflet de la capacité industrielle américaine qui commençait à fonctionner en régime de guerre totale. Sous le commandement précédent, celui de Morton, le Wahoo effectua 2 patrouilles sans résultat significatif. Morton prit le commandement le 31 décembre 1942 et transforma immédiatement la culture du navire.
Son premier acte fut de réunir l'équipage et de leur dire que le Wahoo était un navire de combat et qu'il attaquerait tout ce qu'il rencontrerait. La différence avec le commandement précédent était totale. Lors de sa première patrouille sous Morton, en janvier 1943, le Wahoo pénétra dans la mer de Bismarck, au large de la côte nord de la Nouvelle-Guinée, et attaqua un convoi dans une action de 3 jours qui produisit 9 naufrages. Dans un épisode qui suscita la controverse, Morton ordonna d'ouvrir le feu avec le canon de pont et les mitrailleuses sur des survivants japonais dans l'eau qui, selon son évaluation, étaient armés et représentaient une menace. L'incident ne fut jamais officiellement enquêté par l'US Navy. Lors de sa deuxième patrouille, en février 1943, le Wahoo devint le premier sous-marin américain à patrouiller dans la mer Jaune, les propres eaux côtières japonaises. Au cours de cette patrouille, il coula 9 navires supplémentaires. Morton télégraphia à Pearl Harbor depuis la mer Jaune. Wahoo coule tous les navires dans la zone. Le message, exagéré mais pas entièrement inexact, capturait l'esprit d'une nouvelle manière de mener la guerre sous-marine. Le Wahoo accumula 27 naufrages confirmés pour 119 000 tonnes au cours de 4 patrouilles sous Morton. Lors de sa 7e patrouille au total, en octobre 1943, il pénétra dans la mer du Japon par le détroit de la Pérouse. Le 11 octobre 1943, des avions japonais de patrouille côtière et un chasseur de sous-marins détruisirent le Wahoo dans les eaux du détroit. Morton et ses 79 hommes périrent. Le commandant avait transformé la doctrine sous-marine américaine plus que tout autre officier de son rang. 8 I-19, marine impériale japonaise, théâtre du Pacifique. La marine impériale japonaise construisit ses grands sous-marins océaniques selon une philosophie radicalement différente de celle de toute autre puissance navale. Là où les Allemands et les Américains concevaient le sous-marin comme une arme de guerre économique destinée à interrompre le flux des approvisionnements ennemis, les Japonais l'intégraient dans la doctrine de la grande bataille navale. Le sous-marin devait user la flotte ennemie avant l'affrontement décisif de surface, torpiller les cuirassés et les porte-avions américains afin d'équilibrer les forces avant le combat. Il s'agissait d'une doctrine héritée de la tradition de Tsushima et du Jutland, batailles de flottes de surface qui façonnèrent la mentalité navale japonaise de l'entre-deux-guerres. Ce choix doctrinal fut une erreur stratégique majeure. Tandis que les routes maritimes de l'Empire, reliant les îles japonaises au pétrole de Bornéo, au caoutchouc de Malaisie et aux minerais des Philippines, restaient insuffisamment protégées. Les grands sous-marins de la classe patrouillaient à la recherche de cuirassés dans un océan de 165 millions de kilomètres carrés. Lorsqu'ils trouvaient occasionnellement des cibles appropriées, cependant, les résultats pouvaient être dévastateurs. Le Prométhée I-19 le démontra le 15 septembre 1942 avec l'action la plus efficace en termes de dégâts par torpille de toute la guerre navale. La classe B-Type 1, à laquelle appartenait le I-19, était un sous-marin de reconnaissance et d'attaque à long rayon d'action. Avec un déplacement de 2584 tonnes en surface et de 3654 en plongée, le P-19 mesurait 108 mètres de long, ce qui en faisait l'un des plus grands sous-marins en service de combat actif durant la guerre. Sa propulsion diesel électrique lui donnait 23,5 nœuds en surface et 8 en plongée. L'autonomie était de 14 000 milles nautiques à 16 nœuds. L'armement consistait en 6 tubes lance-torpilles à l'avant avec 17 torpilles. Type 95, la torpille sous-marine japonaise standard, dérivée du légendaire longue-lance de surface mais d'un calibre de 533 mm au lieu de 610. Il emportait également un canon de pont de 140 mm et un avion de reconnaissance Yokosuka E-14 dans un hangar étanche à l'avant. L'équipage comptait 94 hommes. Le I-19 fut construit dans les chantiers Mitsubishi de Kobe, lancé en septembre 1940 et mis en service le 28 janvier 1941. Il était l'un des 20 sous-marins de la classe B-Type construits pendant la guerre, l'épine dorsale de la force sous-marine océanique japonaise. Le I-19 participa aux opérations du 7 décembre 1941 dans le cadre du cordon de sous-marins déployé autour d'Oahu pour intercepter toute tentative de sortie de la flotte américaine durant l'attaque aérienne contre Pearl Harbor. Il n'y eut aucun contact. Au cours de 1942, il patrouilla dans le Pacifique central et dans la zone des Salomon,
participant aux campagnes autour de Guadalcanal. Le 15 septembre 1942, le PA-19 était sous le commandement du lieutenant-commandant Takaichi Kinashi dans les eaux au sud-ouest de Guadalcanal. À 14h44, heure locale, Kinashi détecta une formation de navires américains comprenant le porte-avions USS Wasp, le cuirassé USS North Carolina et le destroyer USS O'Brien. Le I-19 lança une salve de 6 torpilles, Type 95 contre le Wasp à une distance de 1000 mètres. 3 torpilles frappèrent le Wasp, déclenchant des incendies dans ses réservoirs de carburant et de munitions. Le porte-avions fut abandonné, puis coulé par un destroyer américain afin d'éviter sa capture. Les 3 torpilles restantes poursuivirent leur trajectoire. L'une frappa le North Carolina, provoquant une brèche de 9 mètres et 5 morts, bien que le cuirassé ait pu être réparé. Une autre frappa l'O'Brien, qui atteignit le port, mais se brisa en deux en tentant de traverser le Pacifique pour des réparations majeures. Une salve, 6 torpilles, 2 navires coulés et un cuirassé endommagé. Aucune autre attaque à la torpille de la guerre ne produisit un rapport de destruction équivalent par projectile. Le PA-19 continua ses patrouilles jusqu'au 25 novembre 1943, date à laquelle il fut localisé et coulé par le destroyer américain USS Radford au nord des îles Gilbert. Kinashi et la majeure partie de son équipage périrent. Son action de septembre 1942 demeure l'attaque à la torpille individuelle la plus efficace de toute l'histoire navale. 7. USS Tang, US Navy, théâtre du Pacifique. À la mi-1943, la campagne sous-marine américaine dans le Pacifique avait surmonté ses problèmes techniques initiaux. La torpille MK-14 avait été corrigée, les détonateurs fonctionnaient et les renseignements issus du décryptage du code japonais JN-25 fournissaient au centre d'opération de Pearl Harbor des informations anticipées sur les mouvements des convois. L'étape suivante consistait à trouver des commandants capables de transformer cet avantage informationnel en efficacité tactique maximale. Richard Etherington O'Kane, qui avait servi comme officier en second à bord du Wahoo sous Morton, était le candidat le plus évident. Il avait appris la doctrine d'agressivité de Morton et y avait ajouté sa propre discipline analytique, une combinaison plus durable que le pur instinct de son mentor. La classe Balao était l'évolution directe de la classe Gato, avec la même configuration de propulsion et d'armement, mais avec une coque en acier à haute résistance HD-42 qui augmentait la profondeur opérationnelle maximale de 90 à 120 mètres. Cette différence de 30 mètres était critique au combat. Les charges de profondeur allemandes et japonaises étaient calibrées pour exploser à des profondeurs standards, et un sous-marin capable de descendre au-delà de ces seuils avait des chances de survie nettement supérieures. Le déplacement était de 1525 tonnes en surface et de 2415 tonnes en plongée, avec 95 mètres de longueur et un équipage de 66 à 80 hommes. L'armement était identique à celui de la classe Gato, 10 tubes lance-torpilles et 24 torpilles MK-14 ou, à partir de 1943, également des MK-18 électriques sans sillage de bulles. L'USS Tang fut construit au chantier naval Mare Island Naval Shipyard, avec une quille posée le 15 janvier 1943 et un lancement le 17 août 1943. Il entra en service le 15 octobre 1943. O'Kane en prit le commandement dès le premier jour. Le Tang effectua 5 patrouilles entre janvier et octobre 1944, toutes dans les eaux japonaises ou sur les routes de convoi du Pacifique occidental. Les résultats furent constamment extraordinaires. 33 navires coulés pour 116 454 tonnes durant ces 5 patrouilles, le plus grand nombre de destructions confirmées pour un sous-marin américain. La 4e patrouille, en juin et juillet 1944 dans la mer de Chine orientale, produisit 10 naufrages en une seule mission. O'Kane avait développé une technique d'attaque nocturne en surface qui poussait la doctrine de Morton encore plus loin en matière de précision. Là où Morton attaquait à grande vitesse et avec de fréquents changements de cap, O'Kane préférait se positionner soigneusement avant l'attaque afin de maximiser l'angle d'impact de chaque torpille et de réduire la distance de tir. Lors de la 2e patrouille du Tang, en février 1944 dans la mer de Chine orientale,
O'Kane coula 6 navires dans la nuit du 23 au 24 février, en manœuvrant à 900 mètres des objectifs, une distance que ses officiers considéraient comme téméraire mais qui produisait des impacts presque certains. La 3e patrouille, en avril et mai 1944 dans la mer Jaune et dans la zone des Mariannes, ajouta 10 naufrages supplémentaires. À la fin de ces 4 premières patrouilles, le Tang comptait plus de destruction que n'importe quel autre sous-marin américain pour un nombre équivalent de sorties. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1944, lors de sa 5e patrouille dans le détroit de Formose, le Tang était en surface en train d'attaquer un convoi lorsque O'Kane ordonna de tirer la dernière torpille à bord, la 24e de la patrouille. La Mk-18 sortit du tube, parcourut environ 900 mètres et décrivit un arc serré vers la gauche, défaut connu du propulseur électrique de la Mk-18 lorsque l'hélice était endommagée ou défectueuse. La torpille frappa la poupe du Tang. L'explosion tua instantanément la majorité de l'équipage. O'Kane et 8 autres hommes qui se trouvaient sur la passerelle furent projetés à la mer. 9 survivants, dont O'Kane, furent recueillis à l'aube par des navires japonais et passèrent le reste de la guerre dans des camps de prisonniers où O'Kane fut torturé lors de plusieurs interrogatoires. Il reçut la Medal of Honor des États-Unis alors qu'il était encore prisonnier. 6. U-47 Kriegsmarine, théâtre de l'Atlantique Nord. En septembre 1939, l'Allemagne entra en guerre avec 57 U-boots opérationnels, dont à peine 22 étaient prêts pour des patrouilles dans l'Atlantique. Adolf Hitler, qui avait misé sur la Luftwaffe et l'armée comme instruments principaux du Blitzkrieg continental, avait ignoré les demandes de l'amiral Karl Dönitz, qui réclamait depuis 1935 une flotte minimale de 300 U-boots afin de mener la guerre économique contre la Grande-Bretagne avec de réelles chances de succès. Le manque de moyens obligea la Kriegsmarine à rechercher des actions à fort impact, capables de compenser, au moins sur le plan psychologique et moral, l'infériorité numérique. Le U-47 fournit cette action 6 semaines après le début de la guerre. Le U-47 appartenait au type 7B, la version immédiatement antérieure au 7C qui deviendrait le standard de la campagne de l'Atlantique. Avec un déplacement de 753 tonnes en surface et 915 en plongée, le 7B était légèrement plus grand que le 7A original, avec une capacité de carburant accrue qui étendait son autonomie à 8700 milles nautiques à 10 nœuds. Le système propulsif combinait 2 moteurs diesel MAN de 1400 chevaux, chacun pour la navigation en surface, et 2 moteurs électriques SSW de 375 chevaux pour la plongée, offrant 17,2 nœuds en surface et 8 nœuds en plongée. L'armement comprenait 5 tubes lance-torpilles, 4 à l'avant et 1 à l'arrière, avec 14 torpilles G7 ou G7A, ainsi qu'un canon de pont de 88 mm. L'équipage comptait entre 44 et 48 hommes dans un espace de vie conçu pour 30 personnes. Le U-47 fut construit dans les chantiers navals Germania Werft de Kiel, avec la pose de la quille le 25 février 1937 et le lancement le 29 octobre 1938. Il entra en service le 17 décembre 1938 sous le commandement du capitaine-lieutenant Günther Prien, âgé de 30 ans, qui le commanderait jusqu'à la fin. La première patrouille de guerre du U-47 eut lieu en septembre 1939 avec 2 navires coulés. La seconde patrouille, en octobre 1939, donna lieu à l'action qui rendit le U-47 et Prien célèbre dans toute l'Allemagne. L'amiral Dönitz avait identifié une possible voie d'accès à la base navale de Scapa Flow, dans les îles Orcades, en Écosse, à travers le détroit de Kirk Sound, un passage d'à peine 270 mètres de large à son point le plus étroit, partiellement bloqué par des câbles d'acier et les coques de navires coulées délibérément pour le fermer. Les études du renseignement naval indiquaient que le passage pourrait être franchissable de nuit, avec la marée haute appropriée, par un sous-marin des dimensions du 7B. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 1939, par nouvelle lune et marée haute, Prien conduisit le U-47 à travers Kirk Sound, en surface, frôlant les câbles avec la coque et manœuvrant les 2 moteurs en combinaisons opposées pour maintenir le cap contre le courant. Une fois à l'intérieur, il trouva la base presque vide. La flotte principale était sortie. Mais le cuirassé HMS Royal Oak
de 29 150 tonnes, était ancré dans les eaux intérieures. Prien lança une première salve de 3 torpilles à 0h58. Une seule explosa, provoquant une détonation que les membres d'équipage du Royal Oak attribuèrent d'abord à un accident interne. Prien rechargea et lança une seconde salve de 4 torpilles à 1h16. 3 frappèrent la coque du Royal Oak. Le cuirassé chavira et coula en 13 minutes, emportant 833 de ses 1200 membres d'équipage. Prien quitta Scapa Flow par le même passage et retourna à Wilhelmshaven, où il fut reçu personnellement par Hitler. Le naufrage du Royal Oak dans sa propre base provoqua en Grande-Bretagne un choc psychologique qu'aucun naufrage ultérieur n'égala. Le U-47 effectua 8 patrouilles au total, accumulant 30 navires coulés pour 162 000 tonnes. Prien devint le premier sous-marinier décoré de la Croix de Chevalier avec feuille de chêne. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1941, lors de l'attaque du convoi OB-293, le HMS Wolverine obtint un contact sonar avec le U-47 et l'attaqua avec des charges de profondeur. Une grande explosion sous-marine et des nappes de carburant à la surface furent détectées. Prien et ses 45 hommes ne revinrent jamais. L'héritage opérationnel du U-47 dépasse largement le tonnage coulé. La démonstration que Scapa Flow pouvait être pénétré obligea la Royal Navy à revoir entièrement sa doctrine de sécurité des bases navales, fermant définitivement Kirk Sound avec des blocs de béton connus sous le nom de barrières Churchill, construites entre 1940 et 1944 avec la main-d'œuvre de prisonniers de guerre italiens. Les barrières Churchill existent encore aujourd'hui dans les Orcades, reliant plusieurs îles et servant de chaussée routière, une conséquence architecturale permanente de la patrouille la plus audacieuse de Günther Prien. En termes d'impact sur l'infrastructure défensive de l'adversaire, aucun autre sous-marin de la guerre n'a laissé une empreinte aussi durable et littérale sur le paysage. 5. USS Flasher, US Navy, théâtre du Pacifique. En 1944, la campagne sous-marine américaine dans le Pacifique avait trouvé son rythme optimal. Les convois japonais, insuffisamment escortés par une marine impériale qui n'avait jamais accordé la priorité à la guerre anti-sous-marine, traversaient les routes de la mer de Chine méridionale, du détroit de Luzon et du golfe de Thaïlande chargés de pétrole et de matières premières essentielles pour l'industrie de guerre japonaise. Le déchiffrement du code japonais permettait au centre d'opération de Pearl Harbor et de Fremantle d'envoyer aux sous-marins des coordonnées précises des convois avant qu'ils ne quittent le port. La question n'était pas de savoir si les sous-marins américains pouvaient couler le trafic japonais, mais combien ils pouvaient en couler avant que le Japon ne s'effondre ou que ses convois cessent d'exister faute de navires. L'USS Flasher opéra dans ce contexte durant 1944 et au début de 1945 sous 2 commandants différents, Reuben Whitaker lors des 3 premières patrouilles et George Grider lors des 3 dernières, et accumula le plus grand tonnage coulé par un sous-marin américain pendant la guerre, 100 231 tonnes en 6 patrouilles. Le Flasher était un sous-marin de classe Gato avec les mêmes spécifications de base de la classe. 1525 tonnes en surface, 95 mètres de longueur, 10 tubes lance-torpilles et 24 torpilles. Il fut construit dans les chantiers Electric Boat Company de Groton, Connecticut, lancé le 20 juin 1943 et mis en service le 25 septembre 1943. Electric Boat était le principal constructeur privé de sous-marins de l'US Navy, avec un rythme de production qui, en 1943 et 1944, livrait une unité terminée toutes les quelques semaines. Les 3 premières patrouilles du Flasher sous Whitaker, entre décembre 1943 et août 1944, produisirent 9 naufrages pour environ 47 000 tonnes, une performance solide mais non exceptionnelle. Le changement arriva avec Grider, qui prit le commandement en août 1944 pour les 3 dernières patrouilles. La 5e patrouille, entre octobre et décembre 1944 en mer de Chine méridionale, fut la période de plus grande concentration destructrice du Flasher. Au cours de cette seule mission, il coula 5 pétroliers japonais, dont l'Ose Maru de 9 204 tonnes et l'Arita Maru de 10 238 tonnes, ainsi que plusieurs cargos.
Le naufrage de 5 pétroliers lors d'une seule patrouille représenta une réduction immédiate et significative de la capacité de la marine impériale à approvisionner ses navires de guerre en carburant dans le théâtre du Pacifique Sud. À la fin de 1944, la flotte japonaise ne disposait déjà plus de suffisamment de carburant pour ses opérations complètes et le Flasher avait contribué directement à cette pénurie. La 6e et dernière patrouille, entre janvier et février 1945, ajouta 4 naufrages supplémentaires. À la fin de sa carrière opérationnelle, le Flasher avait coulé 21 navires pour un total de 100 231 tonnes, dépassant le second, l'USS Rasher, de plus de 400 tonnes. Aucun sous-marin américain ne le surpassa. La carrière du Flasher illustre une caractéristique systémique de la campagne sous-marine américaine qui la distinguait de la campagne allemande: la courbe d'apprentissage institutionnel. Les 3 premières patrouilles sous Whitaker établirent les schémas opérationnels, identifièrent les routes de plus forte densité de trafic et testèrent les procédures d'attaque dans les conditions spécifiques de la mer de Chine méridionale. Les 3 patrouilles sous Grider exploitèrent ce capital accumulé avec une agressivité mesurée, en choisissant des objectifs de grande valeur plutôt qu'un volume brut. Aucun autre sous-marin américain ne combina avec autant de précision la sélection stratégique des objectifs et le plus grand tonnage individuel du théâtre, avec des résultats qui affectèrent directement l'approvisionnement en carburant de la marine impériale au moment où cette pénurie était déjà critique. Grider, qui avait auparavant servi comme officier à bord du Wahoo sous Morton et du Harder sous Dilley, était l'un des commandants les plus expérimentés de la force sous-marine. Il publia ses mémoires de guerre, Warfish, en 1958, l'un des récits de première main les plus détaillés de la guerre sous-marine américaine. Le Flasher fut désactivé en 1946 et finalement démoli en 1959, sans avoir jamais reçu la reconnaissance publique proportionnelle à son record de tonnage. 4. U-99, Kriegsmarine, théâtre de l'Atlantique Nord. Otto Kretschmer prit le commandement du U-99 en avril 1940 avec l'expérience de 18 patrouilles précédentes à bord du U-23, un petit type 2B d'entraînement opérant en mer du Nord. Au cours de ces patrouilles côtières, Kretschmer développa une philosophie de combat qui contredisait la doctrine des manuels. Au lieu de plusieurs torpilles par objectif, une torpille bien placée. Au lieu d'attaquer à distance de sécurité, la plus grande proximité possible, afin d'éliminer l'erreur dans le calcul de la solution de tir. Au lieu de la plongée préventive à la moindre escorte, l'attaque de nuit en surface depuis l'intérieur de la formation du convoi, où les destroyers ne pouvaient pas utiliser leur charge de profondeur sans risque de dommages pour eux-mêmes. Le U-99 était un type 7B, identique dans ses spécifications au U-47, 753 tonnes de déplacement en surface, 17,2 nœuds sur l'eau, 5 tubes lance-torpilles et 14 torpilles. Il fut construit dans les chantiers navals Germania Werft de Kiel, lancé le 18 mars 1940 et mis en service le 18 avril 1940. En quelques semaines, il passa des chantiers navals aux premières lignes de l'Atlantique. Kretschmer effectua 4 patrouilles à bord du U-99 entre mai 1940 et mars 1941, s'ajoutant à ses 18 patrouilles précédentes sur le U-23. Au cours de ces 4 patrouilles, il coula 15 navires pour 225 746 tonnes, portant son total de carrière à 273 043 tonnes sur l'ensemble de ses commandements, le plus grand bilan individuel de tout commandant de sous-marin dans n'importe quelle marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa méthode était si identifiable que les escortes alliées commencèrent à la reconnaître. Un sous-marin qui attaquait depuis l'intérieur du convoi, de nuit, en surface, avec une torpille par objectif. La BBC le décrivit comme le loup solitaire, le distinguant de la tactique collective des Wolfpacks. Dönitz appréciait Kretschmer, mais l'utilisait également comme modèle de formation. Les rapports de ces patrouilles étaient distribués aux commandants en formation comme études de cas. Dans la nuit du 16 au 17 mars 1941, lors de l'attaque du convoi HX-112, les destroyers HMS Walker et HMS Vanoc, équipés du nouveau radar type 286M,
localisèrent le U-99 en surface. Le Walker attaqua avec des charges de profondeur à une distance si courte que le destroyer lui-même subit des dommages dans ses chaudières. Le U-99 resta sans propulsion et gravement endommagé. Kretschmer ordonna d'abandonner le navire et de s'aborder le U-99 en ouvrant les vannes d'inondation. Il fut recueilli par le Walker avec 40 survivants. Alors qu'il se trouvait à bord du destroyer, Kretschmer jeta à la mer ses documents classifiés, mais une partie fut récupérée. Il passa le reste de la guerre dans le camp de prisonniers de Bowmanville, au Canada, d'où il dirigea 2 tentatives d'évasion infructueuses et maintint une correspondance chiffrée avec l'OKM. La doctrine de Kretschmer d'une torpille par objectif avec une précision maximale fut analysée par la Kriegsmarine après sa capture et adoptée partiellement comme modèle de formation. Les rapports de ces patrouilles furent distribués aux commandants en formation comme étude de cas. L'empreinte de Kretschmer dans l'histoire de la guerre sous-marine allemande dépasse les 273 043 tonnes de son bilan personnel. Il fut le premier commandant à systématiser l'attaque depuis l'intérieur du convoi et à démontrer que l'économie des moyens, une torpille précise au lieu d'une salve coûteuse, était opérationnellement supérieure à la saturation. La nuit où le U-99 fut capturé, le HMS Vanoc coula également le Hussein de Joachim Schepke, 3e membre de la Trinité des As de la Kriegsmarine. En quelques heures, la Royal Navy captura le meilleur commandant de sous-marin de l'histoire et détruisit le 3e. Prien était mort 9 jours plus tôt. Les 3 piliers de la période héroïque des U-Boots disparurent en l'espace de 10 jours en mars 1941 dans ce que la Kriegsmarine décrivit en interne comme la plus grande perte de capital humain opérationnel de la guerre sous-marine. Kretschmer fut le seul à survivre. Il retourna en Allemagne en 1947 et devint flottille-admiral de la Bundesmarine, la marine de la République fédérale d'Allemagne. 3. U-Boot type 21, Kriegsmarine, Atlantique et Atlantique Nord. En mai 1943, après la catastrophe du Mai Noir, au cours de laquelle la Kriegsmarine perdit 41 U-Boots en 3 semaines, il devint clair pour Dönitz et pour l'ingénierie navale allemande que le type 6C était technologiquement obsolète face aux nouveaux systèmes alliés de détection et d'attaque. Le radar centimétrique des avions alliés détectait les U-Boots en surface sans que ceux-ci puissent le savoir. Le système anti-sous-marin Hedgehog éliminait le point aveugle du sonar dans la phase finale de l'attaque. La couverture aérienne s'étendait désormais jusqu'à fermer le mid-gap de l'Atlantique. Un U-Boot qui devait émerger fréquemment pour recharger ses batteries était un U-Boot mort. La solution conceptuelle était évidente. Un sous-marin capable de rester immergé pendant de longues périodes, naviguant à des vitesses suffisantes pour éviter et attaquer sans faire surface. L'ingénieur naval Helmut Walter avait proposé dès la fin des années 30 un projet utilisant des turbines à cycle fermé propulsées par du peroxyde d'hydrogène, mais la technologie était trop complexe et dangereuse pour une production immédiate. L'alternative pratique fut le type 21, non pas une révolution de la propulsion, mais une augmentation radicale de la capacité des batteries dans une coque hydrodynamiquement optimisée. Le type 21, officiellement désigné Electro-Boot en raison de sa dépendance principale à la propulsion électrique, représentait une rupture conceptuelle avec tous les modèles de sous-marins précédents. Avec un déplacement de 1621 tonnes en surface et 1819 tonnes en plongée, il était considérablement plus grand que le 8. Il mesurait 76,7 mètres de long et comptait un équipage de 57 hommes. L'innovation centrale était la batterie. Le type 20 et 1 installait 3 groupes de 62 cellules chacun, triplant la capacité électrique du 8. Cette capacité permettait d'atteindre 17,2 nœuds en plongée pendant 90 minutes ou de maintenir 5 nœuds sous l'eau pendant 3 jours sans utiliser le schnorchel. À titre de comparaison, le FEIIC atteignait à peine 7,6 nœuds en plongée pendant 90 minutes avant d'épuiser ses batteries. L'armement comprenait 6 tubes lance-torpilles à l'avant avec 23 torpilles, soit le double du 6C. Le système de chargement des torpilles était mécanisé, permettant de recharger les 6 tubes en seulement 12 minutes contre 20 heures pour le processus manuel du KPIIC. Le sonar GHG amélioré pouvait détecter des convois à plus de 50 km dans des conditions optimales.
Le schnorchel installé de série permettait de recharger les batteries à profondeur de périscope. Et la coque était conçue avec des formes hydrodynamiques optimisées pour la navigation sous-marine et non pour la surface, inversant ainsi la logique de tous les modèles précédents. Le processus de construction fut aussi innovant que la conception elle-même. Afin d'accélérer la production, le type 21 fut construit par préfabrication modulaire. La coque était divisée en 8 sections fabriquées simultanément dans différentes installations industrielles réparties dans toute l'Allemagne, loin des bombardements alliés sur les chantiers navals côtiers, puis transportées par canal et par rail vers les chantiers d'assemblage de Brême, Hambourg et Danzig. La théorie voulait que cette méthode réduise le temps de construction à 260 000 heures de travail contre 460 000 pour la méthode conventionnelle. En pratique, les bombardements alliés sur les infrastructures de transport, les erreurs de coordination dans la nouvelle chaîne de production et la pénurie de matériaux retardèrent le programme. Le premier type 21 entra en service en juin 1944, mais les problèmes techniques accumulés pendant la production accélérée maintinrent presque toutes les unités en essai et réparation jusqu'en 1945. Sur les 118 sous-marins de type 21 construits, seuls 2 effectuèrent des patrouilles de guerre. L'U-2511, commandé par le corvettenkapitaine Adalbert Schnee, et l'U-3008, commandé par l'oberleutnant zur See Helmut Manseck, furent les seules unités opérationnelles lorsque la guerre prit fin. Schnee quitta Bergen le 30 avril 1945 pour ce qui fut techniquement la première et la dernière patrouille de combat du type 21. Le 4 mai, naviguant en plongée dans l'Atlantique Nord, Schnee détecta au sonar une force navale britannique composée de croiseurs et de destroyers. Il manœuvra jusqu'à une position d'attaque idéale sans être détecté, calcula la solution de tir et simula le lancement de torpilles. Il ne tira pas car il avait reçu l'ordre d'armistice quelques heures auparavant. Il retourna à Bergen et se rendit. L'U-2511 ne coula aucun navire. Sa létalité est potentielle, démontrée dans cet unique exercice d'approche. Un croiseur bien escorté, entouré de destroyers équipés de sonars, ne détecta à aucun moment l'U-2511 durant l'approche. Les ingénieurs navals alliés qui examinèrent les types 21 capturés estimèrent que, s'ils avaient été disponibles en 1943 dans les nombres demandés par Dönitz, ils auraient rendu obsolète une grande partie des systèmes anti-sous-marins dont le développement avait coûté tant d'efforts. La conception du type 21 influença directement les premiers sous-marins conventionnels soviétiques d'après-guerre, le projet Tang de l'US Navy et tous les modèles de sous-marins à propulsion conventionnelle jusqu'à l'apparition des réacteurs nucléaires. Sa place au numéro 3 ne reflète pas ce qu'il fit, mais ce qu'il démontra qu'il pouvait faire et ce que cette démonstration signifia pour tous les sous-marins qui vinrent ensuite. Les problèmes de production du type 21 constituaient une étude des conséquences de l'application de méthodes industrielles modernes sans l'infrastructure logistique nécessaire pour les soutenir. La préfabrication modulaire fonctionnait en théorie, mais en pratique, les 8 sections de chaque unité arrivaient dans les chantiers d'assemblage avec des tolérances de fabrication incompatibles. Les modules construits dans différentes usines ne s'emboîtaient pas avec la précision requise, obligeant à des ajustements manuels qui prenaient plus de temps que la construction conventionnelle. Les joints entre les sections furent le point de défaillance le plus fréquent lors des essais de plongée. Sur les 118 types 21 livrés, moins d'un tiers obtint la certification opérationnelle avant la fin de la guerre. Si le programme avait commencé en 1942 avec un processus de production éprouvé, l'histoire de la bataille de l'Atlantique aurait comporté un chapitre supplémentaire dont l'issue aurait été impossible à prévoir. La capture de 3 types 21 intacts par la marine américaine à Kiel, ainsi que de plusieurs autres par les Britanniques et les Soviétiques dans d'autres ports, constitua l'un des plus grands succès de renseignement naval de la fin de la guerre. Les Américains étudièrent longuement l'U-2513 et l'U-3008, intégrant leurs innovations, la coque hydrodynamique, la disposition des batteries, le système mécanisé de rechargement des torpilles et le sonar passif à longue portée, dans la conception de leurs propres sous-marins d'après-guerre. Les Soviétiques firent de même avec leurs unités capturées, produisant les classes Zulu et Whiskey au début des années 50, des modèles que l'OTAN identifia correctement comme des descendants directs du type 21,
et qui constituèrent l'épine dorsale de la force sous-marine soviétique au début de la guerre froide. 2 U-boot type 7C Kriegsmarine, Atlantique Nord, Méditerranée, Océan Indien. Le type 7C fut le sous-marin le plus produit de la Seconde Guerre mondiale et l'instrument principal de la campagne atlantique allemande. Ce n'était ni le plus grand, ni le plus rapide, ni celui disposant de la plus grande autonomie. Il était le plus équilibré entre les besoins opérationnels réels de la guerre de l'Atlantique et les capacités industrielles de l'Allemagne en guerre. Le comprendre exige d'abord de comprendre la doctrine qu'il utilisait, la rudelle tactique, les attaques en meute coordonnées par radio depuis le quartier général de Dönitz à l'Orient, puis plus tard à Paris et à Berlin, qui transformèrent des dizaines d'U-boots dispersés dans l'Atlantique en un réseau coordonné de prédateurs capables de saturer les défenses de n'importe quel convoi. Entre 1940 et 1943, les types 6C et leurs variantes précédentes, 6A et 6B, coulèrent plus de 1100 navires marchands représentant plus de 5,5 millions de tonnes dans l'Atlantique Nord, ainsi que des dizaines de navires de guerre. Ils furent plus près de couper l'approvisionnement océanique de la Grande-Bretagne que toute autre arme employée par l'Axe durant toute la guerre. Si la production d'U-boot avait commencé en 1935 au rythme réclamé par Dönitz au lieu de 1939, les conséquences pour l'issue du conflit auraient été imprévisibles. Le type 8 avait un déplacement de 769 tonnes en surface et de 871 tonnes en plongée. Il mesurait 67,1 mètres de long avec un diamètre de coque résistante de 4,7 mètres, ce qui déterminait l'espace intérieur disponible pour 44 à 52 hommes et tout leur équipement de combat. La propulsion se composait de 2 moteurs Dieselmann ou Germania Werft de 1400 chevaux chacun et de 2 moteurs électriques BBC ou SS Douai de 375 chevaux, offrant 17,7 nœuds en surface et 7,6 en plongée. L'autonomie était de 8500 milles nautiques à 10 nœuds en surface. Les moteurs électriques permettaient 80 000 à 4 nœuds en plongée avant l'épuisement des batteries, ce qui signifiait que toute poursuite sous-marine de plus de 20 heures pouvait laisser l'U-boot sans propulsion. L'armement comprenait 5 tubes lance-torpilles, 4 à l'avant et 1 à l'arrière, avec 14 torpilles G7, E ou G7A. Le canon de pont de 88 mm, présent dans les premières versions, fut progressivement supprimé à partir de 1943 lorsqu'il devint clair que les échanges d'artillerie en surface étaient suicidaires face aux avions alliés. À sa place, l'armement anti-aérien fut renforcé. Les derniers VAPO-IIC emportaient jusqu'à 2 canons doubles de 20 mm et un de 37 mm sur une plateforme de pont connue sous le nom de Wintergarten. La profondeur maximale officielle de plongée était de 200 mètres, bien que plusieurs U-boots aient survécu à des descentes involontaires au-delà de 250 mètres lors d'attaques aux charges de profondeur. La production du type 8 fut répartie entre plusieurs chantiers navals, Blohm und Voss à Hambourg, Schichau à Danzig, Nordseewerk à Emden, Germania Werft à Kiel et Bremen Vulkan, entre autres. Au total, 568 unités du type 7C et de ses variantes 7C/40 et 1 et 7C/42 furent construites, sur une production totale de 1162 U-boots de tout type pendant la guerre. Le temps moyen de construction était compris entre 12 et 18 mois par unité durant les premières années, réduit à moins de 12 mois pendant la période de production maximale de 1942 et 1943. L'histoire collective du type 8 est indissociable de la bataille de l'Atlantique. Pendant la première période du temps heureux, de juillet à octobre 1940, les 7B et les premiers 7C coulèrent en moyenne 800 000 tonnes par mois. Lors du second temps heureux, de janvier à juillet 1942, opérant au large des côtes américaines sans système de convoi organisé, les 8 et les 9 accumulèrent plus de 2 millions de tonnes en 6 mois. Le pic de destruction fut atteint en novembre 1942, avec 119 navires coulés et 729 160 tonnes en un seul mois. En tant qu'unité représentative, l'U-96 offre une perspective singulière. Sous le commandement du corvettenkapitän Heinrich Lehmann-Willenbrock, l'U-96 effectua 10 patrouilles entre 1940 et 1942
coulant 28 navires pour un total de 183 223 tonnes. Mais son importance historique dépasse les chiffres. La patrouille d'octobre et novembre 1941 fut documentée par le correspondant de guerre Lothar Günther Buchheim, qui voyagea à bord avec l'autorisation de l'OKM. Ses notes et photographies devinrent le roman Das Boot, publié en 1973, puis le film du même nom réalisé par Wolfgang Petersen en 1981, la représentation la plus rigoureuse et la plus reconnue de l'expérience des sous-mariniers allemands. L'U-96 survécut à la guerre active mais fut détruit lors du bombardement allié de Wilhelmshaven le 30 janvier 1945. Le Mai Noir de 1943 marqua l'effondrement opérationnel du type 8 comme système dominant. La combinaison du radar centimétrique, du Huff-Duff, du Hedgehog, de la couverture aérienne à long rayon d'action et du déchiffrement continu d'Enigma transforma l'Atlantique Nord en piège mortel. Sur les 568 types 7 construits, 438 furent coulés, soit un taux de perte de 77%. Sur environ 30 000 hommes ayant servi à bord du type 6C, plus de 22 000 périrent, le taux de mortalité le plus élevé de toute spécialité dans n'importe quelle armée de la Seconde Guerre mondiale. Le type 7 continua de patrouiller après le Mai Noir, mais ses conditions d'opération changèrent radicalement. L'Atlantique Nord étant devenu une zone de mortalité élevée, Dönitz déplaça une partie des forces vers l'Atlantique central, l'océan Indien et les côtes africaines, des théâtres où la pression anti-sous-marine alliée était moindre mais où le trafic était également plus rare. Dans l'océan Indien, des U-boots comme l'U-181 et l'U-196 obtinrent des résultats remarquables en opérant depuis des bases à Penang et Singapour, cédées par la marine impériale japonaise. L'U-181 sous Wolfgang Lüth et l'U-196 sous Werner Striegler accumulèrent des centaines de milliers de tonnes dans l'océan Indien entre 1943 et 1944, lors de patrouilles pouvant durer jusqu'à 5 mois, exigeant du design du 8 une endurance opérationnelle bien supérieure à ses spécifications originales pour l'Atlantique Nord. La dernière action d'un type 7C pendant la guerre fut le naufrage du cargo norvégien Snelland, un par l'U-2336 en mer du Nord, le 7 mai 1945, la veille de la capitulation officielle de l'Allemagne. 2 navires coulés dans les dernières heures d'une guerre qui avait commencé lorsque l'U-30 coula l'Athénia le 3 septembre 1939. Entre ces 2 dates, le type 8 avait transformé la guerre sous-marine en la forme de combat naval la plus décisive du XXe siècle. Un classe Gato et Balao, US Navy, théâtre du Pacifique. La classe Gato et son évolution directe, la classe Balao, ne furent ni les plus grands ni les plus rapides sous-marins de la guerre. Ils ne disposaient pas non plus de la torpille la plus puissante, ni du sonar le plus avancé de leur époque. Ce qu'ils possédaient était quelque chose de plus difficile à fabriquer que l'acier ou l'électronique. Le contexte stratégique adéquat, la doctrine correcte, le soutien industriel massif de la nation la plus productive du monde et, à partir du milieu de l'année 1943, des torpilles qui fonctionnaient réellement. Cette combinaison produisit la campagne sous-marine la plus dévastatrice de l'histoire, l'asphyxie systématique de l'économie japonaise depuis les profondeurs de la mer. Le Japon était un archipel dépourvu d'autosuffisance dans les matières premières essentielles à une économie industrielle de guerre. Le pétrole provenait des Indes orientales néerlandaises et de Bornéo. Le minerai de fer venait de Chine et des Philippines, le caoutchouc de Malaisie, le riz de Thaïlande et d'Indochine, le manganèse, le tungstène et l'étain de toute l'Asie du Sud-Est. Tout ce trafic traversait la mer de Chine méridionale, la mer des Philippines et le Pacifique occidental à bord de navires marchands qui, en raison de la doctrine navale japonaise, ne reçurent pas de protection anti-sous-marine adéquate avant qu'il ne soit trop tard. L'US Navy déploya ses sous-marins Gato et Balao selon une stratégie qui avait en partie tiré les leçons des erreurs allemandes dans l'Atlantique. Coordination centralisée du renseignement avec décryptage du code JN25, rotation régulière des équipages afin de maintenir les performances opérationnelles, remplacement immédiat des commandants qui n'obtenaient pas de résultats et production industrielle en série garantissant le remplacement de chaque sous-marin perdu par 2 nouveaux. C'était un système et non un ensemble d'individus. La différence entre un système et une collection de héros
est la différence entre une campagne soutenue et une série de succès isolés. La classe Gato fut conçue par le Bureau of Ships de l'US Navy en réponse aux leçons de la campagne sous-marine allemande dans l'Atlantique et aux besoins spécifiques du théâtre du Pacifique. Longue distance, objectifs dispersés dans un océan immense et nécessité de rester en zone de patrouille pendant des semaines sans ravitaillement. Avec un déplacement de 1525 tonnes en surface et de 2424 tonnes en plongée, la Gato était nettement plus grande que la 8 allemande, avec davantage d'espace habitable pour l'équipage lors de longues patrouilles, une plus grande capacité de carburant et un nombre supérieur de torpilles. La propulsion était diesel électrique avec 4 moteurs, Fairbanks Morse modèle 38D8 de 1535 chevaux chacun dans les premières unités, ou General Motors modèle 16-248 dans les suivantes, reliés à 4 moteurs électriques Elliott pour la recharge des batteries et la propulsion en plongée. La vitesse atteignait 20,25 nœuds en surface et 8,75 en plongée. Les 10 tubes lance-torpilles, 6 à l'avant et 4 à l'arrière, avec 24 torpilles MK-14 ou MK-18, constituaient l'armement principal, complété par 1 ou 2 canons de pont de 76 mm ou 102 mm et un armement anti-aérien variable selon la période de la guerre. L'autonomie de 11 000 milles nautiques à 10 nœuds permettait des patrouilles de 75 jours depuis Pearl Harbor jusqu'aux eaux japonaises. La classe Balao, introduite en 1943, était identique en configuration d'armement et de propulsion, mais dotée d'une coque en acier à haute résistance H142 qui portait la profondeur opérationnelle de 90 à 120 mètres. En pratique, cette différence se traduisait par une meilleure survivabilité. Les Balao survivaient à des attaques de charge de profondeur qui auraient détruit leurs prédécesseurs de la classe Gato. La classe Tench, arrivée à partir de 1944, incorpora des améliorations supplémentaires dans les systèmes de contrôle de plongée et la capacité des batteries. La production combinée des classes Gato, Balao et Tench atteignit 228 unités entre 1941 et 1945, construites dans les chantiers navals Portsmouth Naval Shipyard, Mare Island, Electric Boat à Groton, Manitowoc Shipbuilding dans le Wisconsin et d'autres encore. Le temps de construction passa de 469 jours pour les premières Gato à moins de 300 jours pour les Balao tardives, reflet de la courbe d'apprentissage industrielle américaine. Manitowoc, sur le lac Michigan, construisait ses sous-marins à l'intérieur des terres et les transportait par le fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique pour leur livraison à la flotte, un exploit logistique et d'ingénierie sans équivalent dans aucune autre marine du monde. La campagne sous-marine américaine dans le Pacifique a coulé un total de 1314 navires marchands japonais, représentant 5 320 094 tonnes brutes, ainsi que 201 navires de guerre japonais, dont un porte-avions de flotte, 4 porte-avions d'escorte, 3 cuirassés, 4 croiseurs lourds, 9 croiseurs légers et 43 destroyers. Les sous-marins représentaient moins de 2% du personnel de l'US Navy, mais furent responsables de 55% du tonnage marchand japonais coulé et de 29% des navires de guerre japonais détruits. Les résultats mensuels des destructions atteignirent leur sommet en 1944. En octobre de cette année-là, les sous-marins américains coulèrent 68 navires, représentant 328 000 tonnes en un seul mois, leur meilleur résultat de toute la guerre. À la fin de 1944, les importations japonaises de pétrole étaient tombées de 1,75 million de tonnes mensuelles en 1942 à moins de 200 000. La production d'acier japonaise, qui dépendait du minerai de fer importé, passa de 7,8 millions de tonnes en 1943 à 5,6 millions en 1944, puis à moins d'1 million en 1945. L'aviation navale japonaise entraînait ses pilotes avec du carburant synthétique de mauvaise qualité parce que le pétrole véritable n'arrivait plus. La chaîne causale est directe. Sans les Gato et Balao, les convois japonais auraient circulé avec suffisamment de liberté pour maintenir l'économie de guerre. Sans cet effondrement économique, l'invasion d'Okinawa en avril 1945 aurait rencontré une résistance mieux équipée.
et l'invasion des îles principales japonaises prévue pour novembre 1945 aurait coûté, selon les estimations américaines de l'époque, entre 250 000 et 1 million de pertes alliées. Les Gato et Balao n'ont pas mis fin à la guerre à eux seuls, mais ils ont créé les conditions sans lesquelles la guerre ne se serait pas terminée en 1945. Le coût fut de 52 sous-marins perdus et 3 506 hommes tués sur les 16 000 qui servirent dans la force sous-marine du Pacifique, soit un taux de mortalité de 22%, inférieur à celui des U-Boot allemands, mais le plus élevé de toute spécialité des forces armées américaines pendant la guerre. Les derniers sous-marins américains actifs dans le Pacifique continuèrent à patrouiller jusqu'au 15 août 1945, jour de la capitulation japonaise. Certains reçurent la nouvelle de la fin de la guerre alors qu'ils se trouvaient en zone de patrouille au large des côtes de Honshu. Le système de renseignement qui multiplia l'efficacité des Gato et Balao mérite une attention particulière, car il fut aussi déterminant que la conception même des sous-marins. L'opération Ultra, le déchiffrement du code naval japonais JN-25 réalisé dans les installations de la Black Radio Station à Pearl Harbor et au Combined Intelligence Center Pacific, fournissait souvent des informations sur la position des convois japonais 24 à 48 heures à l'avance. Les centres d'opérations sous-marines de Pearl Harbor, Brisbane et Fremantle utilisaient ces informations pour guider les unités en patrouille, au moyen de messages chiffrés, vers des positions d'embuscade précises. Un sous-marin américain qui, en 1942, patrouillait des milliers de kilomètres d'océan en attendant un contact fortuit pouvait, en 1944, être dirigé vers une position précise à une heure déterminée pour intercepter un convoi dont la route, la vitesse et la composition étaient déjà connues. La différence de rendement ne résidait pas seulement dans des torpilles fonctionnelles, elle résidait dans l'information transformée en avantage opérationnel. L'armement anti-sous-marin japonais fut un autre facteur contribuant au succès des Gato et Balao. Les grenades sous-marines japonaises de type 95, principale arme des escortes, avaient une capacité destructive inférieure à celle de leurs équivalents alliés et un système de déclenchement que les commandants américains apprirent à prévoir. La doctrine japonaise d'escorte privilégiait la protection statique du convoi plutôt que la poursuite active du sous-marin attaquant. Lorsqu'un Gato attaquait et plongeait, les escortes japonaises lançaient des grenades sous-marines selon des schémas de saturation de zone, puis retournaient à leur position dans la formation, au lieu de poursuivre l'attaque jusqu'à la destruction du sous-marin, comme le faisaient les destroyers alliés dans l'Atlantique. Cette différence tactique explique en partie pourquoi les sous-marins américains dans le Pacifique survivaient plus souvent aux attaques anti-sous-marines que les U-Boot dans l'Atlantique Nord. L'évolution des objectifs au cours de la campagne révèle la maturation stratégique de l'US Navy. En 1942, les sous-marins attaquaient tout navire qu'ils rencontraient. En 1943, lorsque le renseignement issu de JN-25 améliora la sélection des objectifs, la priorité se déplaça vers les cargos de plus fort tonnage. En 1944, lorsque l'inventaire des grands cargos japonais était déjà sérieusement réduit, la priorité se concentra sur les pétroliers. Détruire la capacité japonaise de transport de carburant était plus urgent que couler du tonnage brut. L'USS Flasher et l'USS Rasher n'ont pas accumulé leur record en coulant n'importe quel navire rencontré. Ils les ont obtenus en chassant systématiquement les navires de plus grande valeur stratégique à chaque phase de la campagne. Les classes Gato et Balao, en tant que plateforme, ont rendu possible cette flexibilité tactique. La doctrine et le renseignement ont déterminé la manière de l'utiliser. L'importance des sous-marins dans la Seconde Guerre mondiale. La létalité d'un sous-marin ne résidait ni dans ses tubes lance-torpilles, ni dans l'épaisseur de sa coque. Elle résidait dans la cohérence entre la conception de l'arme, la doctrine qu'il employait et l'objectif stratégique qu'elle poursuivait. Les marines qui ont compris cela ont gagné la guerre sous-marine. Celles qui ne l'ont pas compris l'ont perdue avec des sous-marins techniquement supérieurs au fond de l'océan. Le cas le plus éloquent de cette déconnexion est le cas japonais. La marine impériale a construit les sous-marins les plus grands, les plus rapides en surface, ceux qui emportaient la torpille la plus puissante et les seuls au monde capables de déployer des avions. Les I-400 étaient des prouesses d'ingénierie navale sans équivalent. Pourtant, les sous-marins japonais ont coulé environ 184 navires de guerre alliés et 907 000 tonnes de trafic marchand,
une fraction minime de ce que les Gato et Balao ont infligé au Japon. La raison ne se trouvait ni dans l'acier ni dans les moteurs. Elle résidait dans la décision doctrinale d'utiliser ces sous-marins comme auxiliaires de la flotte de surface plutôt que comme arme d'étranglement économique. Une décision prise dans les bureaux de planification navale japonais avant la guerre a déterminé que les meilleures plateformes sous-marines du Pacifique ne réaliseraient jamais leur potentiel. Le cas allemand est l'inverse, une doctrine correcte. La guerre économique contre le trafic atlantique, appliquée avec l'instrument approprié, le type 6C en meute, mais avec des ressources insuffisantes au moment critique et remplacée trop tard par une technologie supérieure. Dönitz avait raison sur la manière de gagner la bataille de l'Atlantique, mais il n'a jamais obtenu les moyens de tenter sérieusement de la remporter. Hitler a mis 2 ans à comprendre que la guerre se gagnerait ou se perdrait sur les océans autant que sur les continents. Lorsqu'il a affecté des ressources massives à la production d'U-Boot en 1942 et 1943, les Alliés avaient déjà développé les contre-mesures qui allaient les neutraliser. La fenêtre s'était refermée. Le cas américain est celui d'un système qui a mis du temps à démarrer, qui a commis de graves erreurs techniques pendant 18 mois, qui a insisté pour utiliser des torpilles défectueuses malgré les protestations de ses propres commandants au combat, mais qui, une fois ces erreurs corrigées, a appliqué une puissance industrielle et une intégration du renseignement que aucune autre marine au monde ne pouvait égaler. La classe Gato et Balao n'était révolutionnaire dans aucune de ses spécifications individuelles. Elle était extraordinaire comme somme de parties bien intégrées dans un système qui apprenait, s'adaptait et montait en puissance. Cette capacité d'apprentissage systémique fut l'arme la plus létale de toutes celles déployées dans la guerre sous-marine, et aucune spécification technique ne peut la saisir. Les 10 sous-marins et classes de ce classement partagent une caractéristique qui les distingue du reste de la production sous-marine de la guerre. Chacun d'eux a modifié, dans une certaine mesure, le calcul stratégique de l'adversaire. Leupolder a obligé l'Italie fasciste à renforcer ses escortes en Méditerranée centrale, détournant des ressources d'autres opérations. Le Wahoo a démontré à l'US Navy que la mer Jaune pouvait être patrouillée, ouvrant des théâtres d'opérations qui jusque-là étaient considérés comme inaccessibles. L'I-19 a éliminé en une seule nuit un quart de la capacité de porte-avions américaine dans le Pacifique Sud, modifiant l'équilibre des forces dans la phase la plus critique de la campagne de Guadalcanal. Le Tang a accumulé plus de navires coulés par patrouille que tout autre sous-marin américain, établissant le standard de performance que d'autres commandants ont tenté d'égaler. L'U-47 a détruit la perception d'invulnérabilité des bases navales britanniques. Le Flasher a coulé le carburant de la flotte japonaise au moment où cette pénurie était déjà irréversible. L'U-99 a laissé une doctrine tactique qui a survécu à son commandant. Le type 21 a redéfini ce que pouvait être un sous-marin. Le type 8 a démontré que la guerre sous-marine pouvait gagner une guerre. La classe Gato et Balao a démontré qu'elle pouvait le faire.